Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours Anna, c'est une école où nous dispensons des cours de comédie musicale, des cours d'improvisation, des cours de chant, des cours de théâtre, des cours de danse hip-hop et même des cours de stand-up. Le cours Anna, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un comédien, humoriste, qui ne cesse de conquérir le public avec son talent et son imagination débordante. Avant de se lancer dans l'aventure artistique, il a cofondé avec un ami la société Welcome to the Jungle, preuve de son esprit entrepreneurial. Il a également monté plusieurs spectacles et créé la page Profession Comédien, suivie par 50 000 abonnés, où il partage des sketchs avec différentes personnalités. Préparez-vous à plonger dans l'univers de Bertrand Huzel. Bonjour Bertrand. Salut Johanna. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que mon intro te plaît ? Elle est très très bien, elle est très factuelle et elle donne envie. Bon, écoute, super. Merci pour l'invitation. Non, c'est tout à fait normal, ça fait tellement longtemps que je te cours après. Voilà, il est là. Alors, un background d'entrepreneur, c'est toi qui es à l'origine de la société Welcome to the Jungle en 2015 avec ton meilleur ami. Yes. Je précise quand même que ça devient le premier média sur l'emploi en France. Ouais. Nous sommes d'accord ou pas ? Parfait. Comment tu as eu l'idée Comment tu t'es lancé ? Ça a commencé par quoi ? L'envie déjà, la première envie, c'était même pas d'entreprendre, c'était de travailler avec mon meilleur ami. Mm-hmm. Voilà. Et en fait, on dit toujours surtout éviter ou faire attention de travailler avec ses potes. Je suis assez d'accord avec ça parce qu'on ne travaille pas avec ses potes si on n'est pas complémentaire, si on ne sent pas ça. Mais moi, j'avais une vraie velléité de taffer avec lui parce que je nous sentais justement très complémentaires. Lui, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un de profondément, moi, je trouve génial. Et quand je dis génial, c'est pas galvaudé de le dire, je pense vraiment que c'est un petit génie. Et moi, je pense que j'ai plus un sens intuitif, instinctif des choses, de la marque, du rapport humain, etc. Et je le trouvais assez complémentaire. Et au-delà de ça, tous nos échanges, quand on partageait l'envie de travailler, de nos tafs respectifs, je me dis mais c'est ça que j'ai envie de faire avec lui, c'est de partager tout le temps au quotidien. C'est ce qui me challenge énormément aussi dans la manière de voir les choses, le monde. Tout. Et un jour, on s'est dit, on s'est tapé dans la main, on s'est dit si on montait une boîte ensemble. Et la première exigence qu'on a eue tous les deux, c'était si on travaillait ensemble, donc si on créait une boîte ensemble, c'était de changer l'expérience. Changer une expérience quelque part. Que ce soit une industrie, peu importe. Donc ça peut être les slips, comme ça aurait pu être la machine à laver, mais là, finalement, c'est attaquer un monde qu'on connaît tous, c'est le travail. Et c'est lui qui a fait ce constat-là. Alors évidemment, on a itéré sur plein de projets. Plein de fois, à 2h du matin, moitié bourré, on s'est dit, on s'est tombé dans les bras en se disant, c'est génial, on y va, on commence demain. Tout ça pour se réveiller le lendemain avec la gâte de bois en se disant, non, c'est une fausse bonne idée, et on passe à autre chose. Et un jour, il m'appelle, il me dit, je pense que j'ai vraiment une idée. Ah. Et là, on se voit au restaurant et il commence à me demander, tu connais toi la marque employeur, etc. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce con ? Je m'en branle, moi, c'est un truc, avec le mot marque employeur, j'ai envie de vomir. Et là, il me dit, non, je crois que t'as pas compris. Et là, il s'énerve un petit peu. Et il me dit, non, mais regarde, aujourd'hui, t'as du contenu sur tout. Quand tu vas dans une chambre d'hôtel, t'as du contenu sur ta chambre d'hôtel. Quand tu achètes une voiture, t'as du contenu sur ta voiture. Tu vas dans une épicerie fine, t'as du contenu sur l'épicerie fine, etc., etc. T'as du contenu sur tout, sauf sur un truc et peut-être qui est l'essentiel, c'est le taf. Mmh. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu cherches une boîte, la manière dont on parle de la boîte, c'est un site carrière, en général un peu obsolète, avec une pauvre photo Getty Images, avec quelqu'un qui monte un ordi, avec un sourire bright, et il me dit, en fait, c'est se foutre de la gueule du monde que de faire ça. Et il dit, regarde tous les job boards, tous les sites d'emploi qui existent. En fait, combien de jeunes aujourd'hui, ils remplissent des cases, ils savent même pas la boîte dans laquelle ils postulent, ils ont quasiment aucune réponse du truc. Et nous, on va inverser cette tendance, on va rééquilibrer les forces de ça, et on va créer un site d'emploi hyper moderne, hyper contemporain, qui donnera envie aux candidats et aux candidates de postuler, parce qu'ils verront l'entreprise de l'intérieur, à quoi ça ressemble, et ils auront ou envie ou pas d'ailleurs de postuler. Et comme ça rééquilibre les forces entre les talents et les entreprises vont devoir donner un peu d'elles-mêmes. Voilà. Et j'ai trouvé l'idée brillante. Et j'ai dit, ouais, go, je crois que si on y arrive, voilà. Alors, c'est un carton tard, parce qu'au début, on a chié, voilà. Tout le monde disait que c'était une brillante idée, mais personne ne voulait forcément, tu connais, hein, quand tu montes une boîte, tout le monde dit, c'est génial, mais une fois que t'as commencé à enclencher le truc, t'es un peu tout seul. Et donc, pendant 2-3 ans, on a un peu chié.
Et puis après, en se battant, et parce que je pense qu'encore une fois, l'idée était novatrice et innovante, ça a marché. Mais en tout cas, ouais, très, 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 très belle aventure. Aujourd'hui, Jérémy, il réalise son rêve, c'est qu'il part aux États-Unis développer la boîte. Là, on est dans 6 pays différents déjà. Et voilà, donc là, pour moi, c'est un truc que je vis un peu à travers lui aujourd'hui, parce que moi, je suis plus du tout opérationnel, comme tu disais, maintenant, je suis devenu comédien. Mais ouais, je vis à travers lui un truc qui est génial, c'est que moi j'ai quitté la boîte il y a 4 ans et aujourd'hui je vois que la boîte se développe et elle est magnifique et la culture d'entreprise est chambée et Jérém part aux États-Unis développer la boîte avec une équipe et ça je me dis putain c'est... Et sans toi du coup. Et sans moi du coup, donc c'est vrai que ça me, pour rien te cacher, ça me fait un truc parce que je me dis ouais ce dernier chapitre, j'en serai pas. Mais en même temps, je me dis, bah, c'est notre histoire, c'est notre aventure, c'est comme ça. Petite partie de toi. Voilà. De ce et donc, et ça, c'est ouf. Donc, et je suis trop heureux pour lui. Donc voilà, c'est ça que ça raconte et qu'on est resté potes comme jamais. Et voilà. Donc, au bout de 10 ans, c'était ça la plus belle des aventures finalement, c'est qu'on était amis et on est plus que jamais comme des frères et je suis heureux pour lui. Donc voilà. Donc maintenant, on est comédien. Ouais. T'as toujours été attiré par ce milieu-là ? Grave. Même plus globalement, je pense par l'artistique. Moi, je voulais être compositeur de piano à la base. Même pianiste tout court, j'ai fait le conservatoire, je me suis fait virer parce que j'avais pas, voilà, comme tout, on n'a pas malheureusement le talent nécessaire et suffisant. Frustré de ça, j'ai monté des petites boîtes de production où je composais des musiques pour des marques de luxe semi-pro, semi-luxe, pas semi-pro, semi-luxe, et ça marchotait pas trop mal, mais j'avais cette frustration de jamais être allé au bout de mon rêve, c'était de devenir pianiste, et je me retrouvais avec un synthé, à faire 4-5 notes pour de la pub, donc je trouvais ça, on faisait de l'illustration sonore. Et je me dis, j'étais un peu frustré de ça. Et en parallèle, oui, j'ai essayé de développer un talent d'acteur ou de chanteur, mais ça marchait pas à ce moment-là non plus. Donc voilà, donc oui, des échecs, j'en ai eu, et voilà, donc c'est pour ça que c'est toujours facile. On voit que les succès sur le papier, mais des échecs, j'ai quasiment eu que ça, moi. Donc voilà, mais ça m'a forgé, ça m'a construit plus que jamais. Après, t'es repéré par pur hasard en 2019, ouais. Au travers d'une série web, Bertrand recrute, avec 12 millions de vues sur les réseaux, c'est quand même pas peu. Ouais. Où tu joues des personnages d'un recruteur qui tente d'attirer des super talents. Ouais, en fait, c'est Jérémy, à l'époque de Welcome to the Jungle, la boîte commençait à pas mal marcher, à se développer, mais on manquait encore on manquait vraiment de notoriété, notamment sur les réseaux sociaux, qui commençaient déjà à être un vrai levier pour nous. Et Jérémy vient me voir, il dit putain, il faudrait vraiment qu'on fasse une vidéo qui pète quoi. Et je lui dis, ne me dis pas le mot buzz, sinon je vais me barrer. Et il m'a dit, un peu aussi. Et bon, voilà, après tu le connais, hein, si on savait tous faire une vidéo buzz, ça se saurait. Et puis en fait, je laisse passer quelques semaines, quelques mois, je réfléchis. Et puis un jour, je fais un concert de Joe Star à Biarritz. Et puis on se retrouve dans un appartement, une 30aine de gars. Et lui, on fait la bringue, on fait la fête. Et il vient me voir à 3h du matin. Et il me dit, évidemment un peu éméché. Et il me demande ce que je fais dans la vie. Et je lui dis, j'ai une petite boîte, je s'appelle Welcome to the Jungle. Et puis là, le mec se barre. Il part. Il se barre. Je commence ma phrase comme je te la commence là devant toi et le mec se barre. Et moi, je me barre. Et là, je me dis, c'est peut-être ça en fait la vidéo. J'ai vu un sketch. Je me suis dit, mais c'est ça en fait. Je lui parle d'un taf et le mec s'en branle. Et je me dis, il n'y a pas besoin de raconter la blague pour dire que s'il y a bien un mec en France qui en a rien à foutre, entre guillemets, pas du taf, mais voilà. Je me suis dit, c'est Joe Star. Et donc, je suis rentré, je suis allé dans ma chambre, j'ai écrit un sketch et je l'ai montré le lendemain dans l'avion. J'ai dit, tiens, je voudrais faire ça avec toi, je te recrute, t'as un super talent, je te veux comme community manager chez moi. Et voilà. Et c'est un chant contre chant, c'est hyper facile à tourner. Et en fait, après, je l'ai harcelé. Donc, il a dit, ça l'a fait marrer dans l'avion. Et après, évidemment, je l'ai harcelé pour qu'il vienne, pour qu'on tourne ça. Il est venu ? Il est venu. Et donc, c'est là que tout a commencé, ce métier de comédien et d'humoriste. Est-ce que tu t'es rendu compte du coup que tu étais drôle ou que tu aurais pu faire rire ? Mais moi, en plus, je me voyais au service en fait de la boîte et au service d'un acteur. De Didier, Joe Star, et moi je me voyais pas du tout, moi je me voyais vraiment serviteur de quelque chose et je me voyais pas encore comme acteur, je me rendais même pas compte que j'avais écrit un sketch en fait, et j'ai pas conscientisé ça, et en fait d'ailleurs au point que moi je voulais pas être à l'image, moi je voulais juste être le recruteur et on voyait juste Joe Star. D'accord. Et en fait le réalisateur dit, Bertrand, en fait ça marche pas, l'effet comique ne marche pas parce qu'on te voit, on voit pas tes réactions. C'est clair, je suis d'accord. Et donc il me dit, et d'ailleurs on voit tes mimiques et c'est très drôle et c'est ça qui est drôle, donc moi je dis, mais c'était pas prévu ça vieux, donc voilà, et donc finalement je suis à l'écran. Et donc, c'est complètement par hasard, finalement, que ce format
fait que je suis visible. Et complètement par hasard, le truc marche fort sur les réseaux sociaux. Derrière, on fait Mélanie Douté, Baptiste Le Caplin, Bérangère Krief, etc. Donc, j'ai une liste entière. Et là, je suis contacté par des boîtes de prod qui veulent vendre le truc en télé. Je suis contacté par des agences artistiques qui veulent me signer en tant que comédien. Et c'est là que pas que ça démarre, mais c'est qu'il y a une petite graine qui commence à germer. Une petite prise de conscience. Ouais, une petite prise de conscience qui me dit, il y a peut-être un truc à défendre. Moi, j'ai quand même une boîte, avec qui plus est que mon meilleur pote, donc compliqué à gérer. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, il se passe une année ou deux où je commence à écrire des trucs dans mon coin. Et puis en fait, une envie féroce, en fait, de monter sur scène aussi, parce que j'avais été repéré par un producteur avec qui je coproduis toujours des choses aujourd'hui. Et qui me dit, je pense que t'as un truc, toi. Il faut que tu montes sur scène, voilà. Et t'as un truc à livrer. Et ce truc à livrer, c'était mon histoire, on peut t'en parler. Exactement. Qui est l'adoption, voilà. Juste avant ça, il n'y a pas donc un humoriste qui t'a donné envie de faire ce métier-là ? Ah si. Quand même. Si. Moi, j'ai adoré les Gad Elmaleh. Quand j'étais, je vais pas dire gamin, parce qu'on n'a pas une tant d'années que ça d'écart, mais il y a une dizaine d'années d'écart entre lui et moi, mais en fait, je me suis dit, la scène, j'ai vu le travail, en fait. Et je me dis à quel point j'ai vu le travail, à quel point c'était facile. Moi, j'adore le sport, et je me dis, mais c'est des années d'entraînement qu'il doit avoir pour finalement mettre ses coups francs. Et voilà, j'ai vu Gad Elmaleh, j'ai vu la même chose la première fois. Je me dis pareil, dans l'écriture, ensuite, moi, j'adorais Pierre Desproges, etc. Donc, j'étais très sur l'écriture. Et puis après, j'ai vu le jeu se déployer sur scène, et je me dis, mais la précision de tout ça, ça m'a rendu complètement fou. Mais je me suis dit, et d'ailleurs, ça m'a un peu complexé, parce que il y a ce truc de, quand tu as des idoles, de dire, soit tu te dis, en fait, je veux les dépasser, soit tu te dis, mais je pourrais jamais faire ça. Et toi, c'était et moi, je me suis dit, plutôt, je vais laisser à Gad Elmaleh le soin de faire ce métier très, très bien. Et puis moi, je pense que j'avais cette envie de dire, tiens, j'adorerais écrire pour lui. Ah. Tu vois, j'adorais écrire pour des mecs comme ça. Et voilà. Donc moi, je me voyais pas encore sur scène à cette époque, quand j'étais ado ou post-ado. Je me voyais encore plus dans l'écriture. Et d'ailleurs, pour être en recrute, ça a été un peu ça. J'ai écrit. T'as beaucoup écrit. J'ai pensé tout de suite à Didier, t'es au service d'un truc. Et puis finalement, parfois ton histoire te rattrape, ton destin te rattrape, et puis finalement les gens voient une autre planète pour toi et t'y posent, et puis tu fais tes armes comme ça. Et cette histoire qui est incroyable, qui est ton histoire. Moi, je suis venue te voir à l'un de tes spectacles, ton premier seul en scène, qui s'appelle « Adopte-moi si tu peux ». J'ai trouvé ça juste le titre fou. Raconte-nous juste un petit peu exactement de quoi parle ce spectacle. Écoute, moi, après la mort de mon père il y a une dizaine d'années, ma mère déménage. Et en déménageant, elle retrouve une mallette qui contient mon dossier d'adoption. Et elle me le donne de manière assez naturelle. Simple. Au quotidien, comme je te donnerais un peu une baguette de pain. Elle dit, tiens, j'ai retrouvé ça en déménageant. Elle me donne ma mallette. Autant dire que moi, j'avais le menton qui touchait la table, je sais plus, mon cœur s'est mis à s'emballer, je sais plus où j'habitais. Et t'avais quel âge ? Et là, j'ai 42, j'avais 30 ans. 30 ans. Ouais. Mais tu le savais avant ? Non. Tu as découvert ? Non, j'ai jamais parlé de l'adoption avec mes parents. D'accord. Et ça a toujours été un truc très... Enfin, il n'y a jamais d'adoption facile, en fait, en réalité. Moi, j'avais mis ça sous le tapis parce que je pensais que c'était... je pense que de la part de... Et ça, je l'apprendrai justement avec la mallette. C'est que pour ma mère et mon père... Une fois qu'ils m'ont eu, il n'y a pas d'adoption. C'est mon fils, donc en fait la mallette, elle n'existe pas. Et ma mère, c'est pour ça qu'elle me l'a donné avec tant de légèreté, c'est qu'elle l'a donné comme si le truc n'existait pas, ou en fait, tiens, voilà. Au fait, exactement, du coup. Et alors que pour moi, pas du tout. Et donc ça a ravivé des choses, j'ai découvert des vérités que justement dont j'en parle avec mon spectacle, il fallait que j'accepte ça, donc je suis passé quand même par un truc assez cataclysmique. Pendant quelques années, ça a été un peu compliqué, mais l'écriture de ce spectacle a été évidemment thérapeutique, c'est que évidemment je suis passé par des zones un peu sombres, mais ça m'a permis d'aller chercher des choses en moi, des émotions que j'avais complètement enfouies, et donc derrière de pouvoir... livrer ce spectacle un peu comme un message, pas d'espoir, mais enfin si, d'espoir, et puis surtout de résilience, de fait que voilà, on a la vie qu'on a, et que ça sert pas forcément à grand chose de regarder dans le rétro, et qu'il faut avancer quoi qu'il. Donc voilà, donc c'était ça un peu l'acceptation que je devais faire, et malgré toutes les vérités que j'apprenais petit à petit, et puis j'ai décidé d'en faire un spectacle avec de l'humour, avec de la satire, avec un peu de cynisme, et voilà. Voilà. Comment est accueilli ce premier spectacle, ce premier one man ? Écoute, moi, il y a eu deux phases. C'est la première, c'est que tu parlais d'un profession comédien qui était sur les réseaux sociaux, qui avait son petit succès, qui a été racheté par TF1.
On a eu un prime time sur TMC, et à ce moment-là, on sentait un engouement, en fait, des salles à me dire, tiens, c'est le mec de profession de comédien, on va le prendre dans nos salles. Et en fait, je suis parfaitement transparent avec toi, il y a une temporalité de spectacle et de télé. La télé, ça va très vite. Le spectacle, tu peux t'appeler Gad Elmaleh. Pour redémarrer un spectacle, même si tu as des gens évidemment dans ta salle, il faut... voilà. Moi, le problème, c'est que j'avais pas de notoriété, j'avais juste sur les réseaux sociaux, et puis mon spectacle, il fallait roder, quoi. Donc, évidemment, les premiers mois, ça a été hyper dur, parce que je remplissais pas les salles, parce que moi, normalement, tous les mecs qui commencent, ou les nanas qui commencent, ils commencent dans des petites salles de 30, 20 personnes. Moi, j'ai commencé tout de suite dans des salles de 200 personnes. Donc, évidemment, déjà, on remplissait 50 personnes, on est monté sur le toit, tu vois. Donc, hyper compliqué dans la temporalité des choses. Moi, en plus, je t'avoue que j'ai du mal à gérer mes émotions sur le spectacle au tout début, plus par inexpérience que par acceptation des choses. Et puis, parce que ma metteuse en scène, on travaillait plein de choses, que j'étais pas encore très sûr de mon texte. Voilà, donc vraiment, je marchais sur des œufs, j'apprenais en marchant. Mais avec déjà, malheureusement, et ça c'est vrai, malheureusement, déjà, en fait, une attente en fait, des médias. Toi, moi, normalement, j'ai fait mon premier spectacle, je vais chez Quotidien, le truc, ça n'arrive à aucun artiste qui commence et qui dit tiens, je vais faire un petit seul en scène, quoi. Non. Tu vois, voilà. Bon, moi, je me retrouve chez Europe 1, chez Quotidien à parler de mon spectacle. Et donc, du coup, je sens qu'il y a une attente. Et moi, je suis pas prêt. Moi, honnêtement, je suis pas prêt du tout à cette attente-là. Et moi, je dis, mais j'ai même envie, j'ai même un truc de rejet. Je dis, mais laissez-moi grandir, laissez-moi travailler. Limite, je souhaitais, en fait, me retrouver dans une mini-salle et à travailler texte partie par partie, tu vois. Ce qu'on appelle le rodage, et moi, j'ai pas eu de rodage. Moi, je suis arrivé tout de suite au Théâtre Le Pic à Montmartre, 200 places, et bam, on envoie, quoi. Pendant 6 mois. Et c'est pas full. Et c'est pas... Alors, au début, c'est complet, pseudo-complet, puis voilà, puis voilà, tu te retrouves un jour de 200 places se plein, voilà, tu descends, et puis le plus petit jauge, ça a été un jour où je joue dans 6 personnes. Voilà. Et ça, c'est une réalité de spectacle que je dis, parce que je pense que c'est important de le dire. Ce métier-là, à ce moment-là, quand tu joues devant 6 personnes, tu te demandes pourquoi tu le fais. Et c'est là où je me suis dit que j'étais à ma place, parce que j'étais très heureux de délivrer ce message devant 6 personnes. Et j'ai pas eu ce... Donc c'est là où t'as puisé la force. Et étonnamment, ça a été une très belle soirée. Alors évidemment, tu rentres avant de rentrer sur scène. Là, on parle au-delà de l'économie du spectacle, etc. Oui, bon, voilà, qui est un peu merdique à ce moment-là. Mais je me suis dit, je crois qu'en fait, je fais pour ce métier. Et donc c'est marrant, c'est dans le pire des moments où j'ai une révélation de me dire, tiens, je crois que je fais pour ce métier parce que j'ai pas les boules de rentrer devant 6 personnes. Alors si, t'es pas euphorique, t'es pas très content, mais t'as quand même un truc de dire, putain, je vais y aller. Je vais aller au combat, je vais aller à la guerre, je vais leur livrer un truc, il faut qu'ils repartent avec le smile. Ils sont venus, eux. Et voilà. C'était content. Et on a passé très étonnamment une magnifique soirée. Et c'était une famille en plus. Donc c'était 6, c'était adorable. Et en fait, on a vécu le truc ensemble. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que je crois que de toute façon, c'est un métier. Et c'est pour ça que ça fait un peu le pont avec l'entrepreneuriat aussi. C'est que je pense que step by step, ce sont des étapes. Ouais, c'est qu'il y a. Faut pas les brûler. Ce que ça raconte, c'est qu'on peut pas aller plus vite qu'à la musique. Moi, je parlais de Welcome, j'avais galéré, évidemment. Du jour au lendemain, t'as pas l'idée, évidemment. T'es pas dans un bureau de 600 personnes avec des équipes énormes. Et ben là, c'est la même chose. Il y a pas de raison. C'est un métier tellement dur. Enfin, il y a besoin de faire les choses un peu dans l'ordre. Et je crois que les choses sont allées un peu trop vite pour le coup. Et un peu galvanisé. Moi, je me suis pas trop rendu compte. Mais voilà, maintenant, j'ai l'expérience de savoir qu'il faut faire les choses dans l'ordre, bien, et pas vouloir tout faire en même temps. Donc, tu as eu une metteuse en scène. Ouais, Caroline Dufaux. Et au niveau de l'écriture, c'était toi tout seul? Non, moi j'ai eu, pour la première version du spectacle, j'ai eu Safia Azedine et Sébastien Toen, avec qui j'ai coécrit le spectacle. Et la deuxième version, je voulais le tourner plus one man. C'était trop sur moi, donc j'ai un peu pivoté. Et donc j'ai fait une autre version, et j'ai pris un auteur qui s'appelle Fabien Lébus. Et voilà, donc on a avancé, qui lui me suivait spectacle par spectacle. On a avancé, là, on revenait un peu finalement à une forme de rodage. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc voilà. Et puis ça a duré 3 ans, et il y a eu des succès, des énormes succès, des salles pleines, comme des salles beaucoup moins pleines, voilà. Et puis il y a des soirs où ça se passe très bien, tu sais pas trop pourquoi, il y a une magie qui s'opère, tu marches sur l'eau. Et puis des soirs où tu fais un four, voilà, tu sais pas pourquoi, ça ne prend pas. On est déjà tombé sur une jauge où ça ne rigole pas. Ouais. Et ce qui est très perturbant, c'est que la veille, ou le lendemain en tout cas, c'est l'inverse. C'est terrible parce que même ta metteuse en scène, à ce moment-là, tu la regardes, tu vois, elle pige pas. Parfois, elle te dit, écoute, là, t'as pas été bon, là, t'as fait ça sur cette partie-là, on t'a oublié. Bon, mais il y a des soirs, même elle n'avait pas d'explication. Ça ne prend pas. C'est toute l'essence de ce métier, c'est pour ça que ça reste du spectacle vivant.
Et ça, faut en être conscient, c'est que il n'y a pas de mauvais ou bon public, vraiment. C'est pas démagogique de dire ça. C'est juste pas le même. C'est juste pas le même. Voilà, il faut l'accepter. Et ça, c'est vrai que ça laisse des séquelles. Il ne faut pas dire que ça laisse pas indemne non plus. Là, je t'en parle avec le smile, mais putain, il y a des soirs, tu te promets en question. Tu te dis, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller me faire fouetter et flageller comme ça, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te dire non, c'est pas fait pour toi? Oublie, reste dans ton petit sketch. Non, mais j'ai des regards. De toute façon, tu sais, les proches, il y a des regards. Tu peux pas. Normalement, c'est là que tu vois les vrais amis. En fait, je pense que comme tout allait été trop vite, je pense qu'il y avait une posture, un travail de jeu qui me correspondait pas à un moment T. Et tu le vois dans le regard de tes proches. C'est pas même si on a compris, c'est un artiste qu'on a sur scène, mais que c'est pas forcément Bertrand, mais il y a un truc chez lui qu'on retrouve pas, qu'on n'a pas. C'est pas fluide, tu vois. Et donc on m'a jamais dissuadé de faire ça parce que je pense que les gens s'accordent à dire que je suis plutôt fait pour ce métier artistique, etc., créatif. Moi, je confirme. Mais c'était un amour. Mais encore une fois, il y a une temporalité dans tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire, et que j'ai vu dans le regard de mes proches, genre, je trouve que ça va un peu vite. Du coup, tu grilles peut-être pas des étapes, et cette partie-là, ces moments-là, ce personnage-là, ça mériterait vraiment, voilà. Et t'as même pas besoin de travailler. Donc, ouais. Tu confirmes qu'il y a vraiment des étapes, et de ne pas brûler les étapes sûr, pour arriver à exactement. une vraie satisfaction. Moi, je compare toujours l'artistique avec le business, pour le coup. Alors que je m'autorise très peu à le faire. Mais il y a une expression qui dit toujours, il faut 10 ans pour se connaître du jour au lendemain. C'est vrai. Pour une marque, donc pour le business, et pour un artiste, je pense c'est un peu de même. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un moment, il n'y a pas de secret. Il faut charbonner, vivre des fours, vivre des petites salles, et puis être toujours humble, parce que ce qui se passe, un succès qui existe la veille, le lendemain, ça peut être l'échec. Donc voilà, donc je pense que t'es empreint et nourri de doutes dans ce métier, mais moi j'adore ça. Donc ça, c'est cool. Mais est-ce que tu as une formation théâtrale? J'en avais fait gamin. Moi, j'étais au conservatoire, je faisais piano au conservatoire, et en même temps, j'avais des classes de théâtre avec Max Fournel. Et après, j'ai dû faire un choix entre le théâtre et le piano. Et comme j'étais un poil meilleur, je pense, au piano, à l'époque, j'ai privilégié là où j'étais le meilleur. Mais un peu avec regret, finalement. C'est marrant. Donc, quand tu travailles, c'est essentiellement avec la metteuse en scène. C'est elle qui te fait travailler. Après, donc là, on parlait. Fait sortir les émotions. Théâtre, mais là, la metteuse en scène, c'est même plus que ça. C'est qu'en fait, elle va me chercher quelque chose que toi-même, tu connais pas humainement. Et en tant que mec, et en tant qu'homme. Et ça, Caroline, elle a été extraordinaire pour ça, quoi. C'est même plus que metteuse en scène, ouais. Pour la confiance en soi, tu sais qu'on est une école des arts de la scène. On a ouais. beaucoup de jeunes qui prennent des cours de théâtre, des cours d'impro, même des cours de cinéma. Est-ce que prendre des cours de théâtre font que tu as tout simplement plus confiance en toi? J'en ai aucune idée. En fait, je crois surtout... que ça libère? Ça libère. Je pense que le théâtre, c'est quelque chose... en fait, c'est une découverte de soi-même. Je pense que c'est un truc où tu convoques tellement d'émotions en toi que parfois tu peux être cueilli par tes propres émotions. Tu dis, ah putain, j'ai cette sensibilité là. Ah, j'ai ça. En fait, je suis tant à l'écoute, parce que là, tu parlais d'improvisation aussi dans le théâtre, on fait de l'impro. Et en fait, les meilleurs improvisateurs, c'est des gens qui sont à l'écoute. C'est pas des gens qui sont sur eux-mêmes. Bien sûr. Et je crois il y a des gens qui même se cueillent en disant, putain, mais en fait, je suis à bon impro parce que je savais pas que j'écoutais aussi bien les gens. Et donc, en fait, il faut être généreux dans l'acting. C'est pas un truc juste pour soi, on fait son texte et puis l'autre, on en a branlé. Au contraire, les bons acteurs, c'est parce qu'ils sont dans le rythme de l'autre. C'est une vraie musique, quoi. Et je crois qu'on apprend à se découvrir dans le théâtre, et donc évidemment ça donne de la confiance en soi, mais je crois surtout que ce qui est avant tout essentiel dans la vie, et pour parler des enfants au cours ANA, je crois que c'est la plus belle richesse, c'est de se découvrir. Et je crois que plus tôt on se découvre, plus tôt on est armé pour un monde qui est pas toujours facile, et je crois que le théâtre fait partie de ces outils précieux de la vie qui font que en fait, tu peux être armé pour avancer et comprendre des choses. Pour la petite histoire, Bertrand est venu partager les 10 ans du cours ANA, il y a maintenant 2 ans. Et tu es venu partager un moment avec des apprentis comédiens. Est-ce que tu aimes la transmission? Est-ce que tu aimes la mise en scène? Alors, en fait, j'adore ça. J'adore ça, qui plus est avec les gamins. Moi, je crois énormément, en plus, à la jeunesse qui arrive. Pas du tout que je suis désabusé de la nôtre, mais je trouve qu'ils ont tellement une ouverture d'esprit, ils connaissent tellement de choses.
on parle des téléphones, oui, il y a trop de téléphones, oui, il y a trop de réseaux sociaux, etc. Et en même temps, ils connaissent tellement de musique, tellement de trucs, enfin, comme moi, j'ai l'impression de pas connaître, en tout cas. Je te confirme. Et ils sont tellement alertes, alors parfois trop limite, mais je trouve que cette jeunesse est fabuleuse. Vraiment, j'y crois de ouf. Je l'ai même vu durant justement les 10 ans du cours ANA, je l'ai vu dans leurs yeux, il y a des choses qui pétillent. Alors je sais pas si c'est un panel exceptionnel, mais en tout cas, c'était... il s'avère que c'était des gamins qui avaient envie d'apprendre et de comprendre des choses et d'avancer. Et ouais, je pense que la transmission, déjà, c'est notre... Enfin, toi et moi, on est parents. Je pense que c'est un peu dans notre ADN aussi. C'est la responsabilité qu'on a maintenant. C'est qu'il n'y a pas qu'avec nos enfants qu'on doit transmettre. C'est aussi au plus large possible. Et puis la mise en scène, évidemment. Quand en plus, on peut allier transmission et passion. Là, c'est le kiff. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Donc, évidemment, avec les gamins qu'on avait pour les 10 ans du cours ANA, c'était un vrai kiff, ouais. Des petits conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite débuter dans l'humour. Dans l'humour ? Ouais. Ne pas être... Le premier conseil, vraiment, je réponds vraiment à chaud, c'est que, en fait, quand tu es dans l'humour, t'es hanté et t'as un besoin viscéral et féroce de faire rire. Et la question qui se dit, mais pourquoi j'ai envie de faire rire autant ? C'est évidemment de se faire remarquer, et finalement, quand on fait rire, on se rend bien compte qu'on est aimé. Qu'on a ce truc cette réciprocité d'applaudissements, de sourires, de trucs, et on a l'impression qu'on se prend une tonne d'amour dans la gueule et que c'est un kiff énorme. C'est le cas. Mais en fait, ça n'existe pas, quelqu'un qui fait tout le temps rire. Ça n'existe pas. Personne ne fait tout le temps rire. Gad Elmaleh juste avant. Gad Elmaleh, je sais, Gad, il fait pas rire tout le temps. C'est impossible. Non. Voilà. Et être obsédé par le faire rire, c'est une quête impossible. Voilà. Et en fait, je crois que s'il y a un truc, et c'est plus une mise en garde qu'un conseil d'ailleurs, c'est d'abord c'est la sincérité. En fait, je pense que ce qui est le plus important quand on est sur scène, c'est pas tant la morale d'une histoire, c'est la sincérité d'un personnage. Et je crois qu'il n'y a pas plus drôle que quelqu'un qui est sincère et qui va justement faire des vannes qui seront plus ou moins bonnes à un moment, mais en travaillant. Mais en fait, on louera toujours la sincérité d'un comédien sur scène. Il y a des gens qui diront, bon, j'ai pas trop kiffé l'humour, ça m'a pas trop fait rire. Mais franchement, il y a toujours le mais. Franchement, le mais. Il y a du travail. Il est vrai, quoi. Truc, ouais. Le mec, il est vrai, quoi. La meuf, elle est carrée, elle est vraie. Et je sais pas pour toi, t'as sûrement vu des spectacles où t'as été un peu déçu par la performance artistique ou créative du truc, mais tu dis, ouais, par contre, le gars ou la meuf, franchement, il y a un truc, tu sais, il y a un truc où il est vrai, c'est parce qu'elle était sincère. Et donc, je pense que la priorité, et même plus largement, au-delà de faire quand on montait sur scène et faire de l'humour, c'est la volonté de dire, est-ce que ce que je raconte, c'est vrai ? Est-ce que ce que je dis, ça me sort des tripes et j'ai plus envie d'en parler que de faire rire ? Et ensuite, le rire, c'est que du coloriage. C'est qu'est-ce qu'on saupoudre pour faire rire de ça. Mais d'abord, aller chercher ce qui est sincère en soi, d'une histoire, d'un couple, ça peut être le quotidien, d'un truc un peu plus enfoui, etc. Mais peu importe. En tout cas, mon conseil, et peut-être même unique conseil, ce serait vraiment d'être le plus sincère possible dans sa démarche. Est-ce que l'humour évolue avec les nouvelles générations ? Ouais, de ouf. De ouf. On le voit, en fait, moi tu vois, j'ai un comedy club en plus, là, tu vois. Je le vois parce qu'aujourd'hui, il y a une manière de travailler et de faire qui est complètement différente. En fait, aujourd'hui, les gamins, les gamins, ils sont pas tous gamins dans les comedy clubs, mais ils sont un peu sur scène comme ils seraient un peu sur TikTok. Ah ouais. Ils testent, en fait. Ils testent. Ils ont tellement... Il y a beaucoup d'impro, je trouve. Ils ont tellement pas peur. Génération impro, ils ont tellement pas peur de tester, d'essayer des choses. Ils draftent, en fait, tout le temps, en fait. Moi, je fais partie de la génération, quand t'arrives sur scène, putain, c'est béton armé. Tu vois, tout est calé, le truc et tout. Et peut-être trop, d'ailleurs. Peut-être trop, oui. Peut-être trop, tu vois. Et donc, je suis pas en train de dire que mon ou les modèles d'avant étaient mieux, mais tu en parles d'un Muriel Robin, les gens qui étaient calés au centimètre, eux, ils hallucinent du truc. Au point même que parfois, il y a une défiance, tu vois, des anciennes générations par rapport aux nouvelles en disant, il n'y a plus de jeu. Il n'y a plus de jeu de scène, il n'y a plus d'ancrage, il n'y a plus de, tu vois. Il n'y a plus même de mise en scène. De mise en scène, le mec, c'est pied de micro, etc. Alors, moi, je pense que c'est comme tout. En fait, il y a du bon et du mauvais. C'est que, en fait, tout le monde, du coup, a l'impression qu'on peut être humoriste. Et qu'on voit bien que les mecs et les nanas qui s'en sortent en étant steints de peur, c'est parce que le texte, il est béton armé. Aiguisé. Il est aiguisé à la lame, et tout est pensé, il y a du rythme, etc. Le gars qui arrive les mains dans les poches, en machin, et qui envoie son truc, qui fait 4 vannes. Ça va marcher sur une. Mais la route est trop longue.
Donc voilà. Donc c'est pour ça que la mise en garde, elle est là, en fait. C'est que c'est génial, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à la scène, tout le monde peut jouer son petit sketch dans un comedy club, tout le monde peut essayer en tout cas de devenir humoriste. C'est plus du tout quelque chose de sacralisé. Ça a même été désacralisé. Mais en l'occurrence, je pense qu'il y a quelque chose qu'on oublie. Et là, j'assume totalement de dire ça. C'est vraiment, faut taffer. Faut taffer. C'est pas juste 3 vannes parce qu'elles marchent, etc. D'ailleurs, dans les comedy clubs, il y a beaucoup de mecs et de nanas que je vois qui font les mêmes sketchs pendant 1 an. Un sketch en comedy club, c'est 10 minutes. 10 minutes sur 1 an, t'as le temps d'écrire un spectacle, normalement, tu vois. Je suis d'accord. Voilà. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, on vient de prendre son shoot de 10 minutes de kiff parce qu'on sait que le sketch marche. Mais écris un autre sketch, frérot. Donc, du coup, tu vois. Donc, là. Donc, je pense qu'on est dans une espèce de truc où il va falloir que les. Faut que ça bosse. Faut que ça bosse plus et surtout qu'en fait, on revienne à peut-être un équilibre entre le jeu, le rythme et le travail, et en même temps, un espèce de truc générationnel de. On essaye. On essaye. Et voilà, donc il faut... Ne pas avoir peur du regard de l'autre. Non, et surtout pas avoir peur du regard de l'autre. Non. Ça t'arrive à t'en défaire, c'est fort, mais ouais. Il faut, sinon c'est compliqué. Il faut, mais je crois qu'en fait, tu le vois bien, en fait, tous les humoristes que tu connais qui sont très forts aujourd'hui, parfois ils sont très forts sur 1h30, ils ont mis une standing ovation, et parce qu'ils ont chié 5 minutes, ils se remettent en question. Mais ça, c'est pas parce qu'eux, ils ont chié 5 minutes, parce que ça, le regard de l'autre, ça les perturbe trop. Ils ont vu que, voilà, que tout le monde est levé. Mais pour eux, ils se sont dit non, ils sont sûrs qu'ils ont vu le truc. C'est un métier qui est compliqué. Et difficile. Les projets de Bertrand Huzel. Ouais. Si on peut en parler un petit peu. Toujours dans la notion de jeu et de rêve. Je viens de réaliser un rêve. C'est que je viens de racheter un petit théâtre à Pigalle qui s'appelle le Théâtre de 10 heures. Ah oui. Ça fait combien de temps ? Et là, ça fait 6 mois, là. Donc, on est en plein travaux. Et on a repris ça avec Jean-Yves Robin, qui m'a d'ailleurs repéré. C'est lui qui m'avait... c'est le premier coup de fil que j'ai eu. C'est lui qui a produit Caméra Café, Kaamelott et plein d'autres films. Et plein d'acteurs aussi que j'admire. François-Xavier de Maison aussi en fait partie. Tu me demandais aussi des mecs qui m'ont donné envie. De Maison en fait partie. Et Jean-Yves, on a pris ce théâtre et on fait les travaux, on pète tout, on a envie d'en faire un petit écrin. C'est une belle endormie. Hein, combien de places c'est ? 140. Bien, c'est une petite jauge sympa. C'est trop bien. Et puis pour la petite histoire, c'est là où ont émergé les Pierre Desproges, les Muriel Robin, les Dieudonné. Voilà, donc c'est des endroits qu'on... Voilà, mythique. On a fêté les 100 ans en mars 2025, donc c'est assez fou. Et après, dans les projets, je reviens un peu je me suis un peu écouté. Après avoir travaillé sur scène, après avoir vécu profession comédien, avoir été un tout petit peu exposé, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien être au service d'un projet et de réécrire. Et donc, là, j'ai 3 projets en développement, dans différentes boîtes de prod, en écriture. Donc, une pour une série et 2 pour 2 films. Voilà. Donc, et dans lesquels j'ai pas envie d'avoir forcément un rôle ou voilà. Voilà, donc je suis hyper content, je suis en pleine écriture en ce moment. Ça me fait du bien. Donc voilà, après tu connais, c'est des chapitres. Bien sûr. Et voilà, et puis là je tourne dans une série qui s'appelle Daron là sur TF1 avec Didier Bourdon et on reprend vraiment le tournage en décembre. Donc voilà, les choses avancent petit à petit et c'est cool. Petit à petit, mais sûrement un parcours qui est plus que intelligent, vraiment. Je te trouve incroyable comme gars et ça fait longtemps que je te suis et vraiment bravo pour tout. Moi, j'aimerais bien qu'un jour tu puisses venir transmettre, peut-être autour d'une masterclass ou d'une rencontre, les enfants avec plaisir, Johanna. Tu sais, pour toi, je suis toujours là. Donc voilà, sympa. tu le sais. Est-ce que tu es prêt pour pas un que des mots. Speed quizzing rapide? Allez. On y va? Vas-y. Attends. Allez. Allez, on y va. Rire ou faire rire? Faire rire. Insta ou Facebook? Insta. Série ou film? Série. Comédie romantique ou comédie d'action? Comédie... allez, d'action. Écrire des blagues pour quelqu'un d'autre ou écrire pour toi? Écrire pour quelqu'un d'autre, en ce moment. Improviser un texte sur scène ou jouer un texte que tu connais par cœur?
Aujourd'hui, je vais quand même jouer un texte que je connais par cœur. Comédien ou entrepreneur? Les deux, mon général. Jouer dans un film ou jouer sur scène? Aujourd'hui, jouer dans un film. Dans ton sketch, tu préfères parler de ton vécu ou de l'actualité? De mon vécu. Faire une blague qui tombe à plat devant tout le monde ou oublier une punchline sur scène? Très très loin, oublier une punchline sur scène. Public qui rit ou public qui applaudit? Écoute, public qui applaudit. Ouais. One man show ou scène en duo? Je me suis jamais posé cette question. C'est la bonne, c'est maintenant. Mais écoute, plutôt one man pour l'instant. Bertrand Huzel, merci 1000 fois. Merci Johanna. Je te souhaite vraiment que du bien. Pareillement. Si vous voulez retrouver cette interview de Bertrand Huzel, j'ai envie de vous dire sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube et au micro avec Johanna. Merci, à bientôt.